Alors me revoilà, donc j'avais teasé que j'allais reparler de Moonlee, d'un autre film avec Moonlee, dans ma vidéo sur Schwarzy et Stallone, et donc voilà, soyez heureux, ce jour est arrivé. Donc en fait je me suis dit aussi que le film dont je pensais, ça avait pas mal de liens avec Indiana Jones, et finalement en fait je me suis demandé si les Chinois n'étaient pas une concurrence très sérieuse à Indiana Jones. Donc bon, Indiana Jones, moi c'est une saga que j'aime plutôt, hein. C'est un peu devenu les premiers films auxquels on pense d'ailleurs quand on pense aventure. Et moi je dois avouer que celui que je préfère, c'est surtout Les Aventuriers de l'Arche perdue, hein, que je trouve vraiment très bien. Et qui d'ailleurs, avec La Guerre des Mondes, avec Tom Cruise, je pense c'est ce que Spielberg a fait de mieux, quoi. Donc bon, alors après Spielberg, moi c'est pas non plus un réalisateur que j'aime des masses, hein. C'est juste un réalisateur de studio qui a fait 2-3 films sympas. Et puis après, dans les Indiana Jones, sinon, bon, on a le 3 aussi que je trouve un peu sympa, même si c'est plus de une ambiance familiale. Et puis bon, le 2, j'ai plus de mal. Et puis après, les 4, 5, 6, même si je dois avouer que l'idée du 4 sur le papier me plaît, je suis pas forcément convaincu non plus de la réalisation. Et puis le 5, oui, bon, à partir de là, oui, bah, c'est juste des films corrects, quoi. Enfin, c'est sans plus, y a rien de bien transcendant. Mais aussi, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans les Indiana Jones, en fait, bah, c'est le côté fantastique, hein, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est vrai que c'est vraiment trop cool, là, quand il y a des nazis qui se mettent à fondre avec l'Arche d'Alliance, etc. Ça c'est vraiment un truc qui est sympa. Et même si, alors, après, il y a eu d'autres productions un peu états-uniennes aussi dans le même genre À la poursuite du diamant vert ou La momie de Steven Sommers, qui sont aussi des films sympas, je trouve. Même si, bon, après, je pense pas que j'ai grand chose à rajouter, hein. C'est déjà des trucs dont on a parlé plein de fois. Mais c'est vrai que dans le genre film d'aventure, en fait, dans des pays exotiques, avec de la tension, de l'action, de l'humour, et aussi, du coup, tout un côté fantastique, ben, je trouve qu'en fait, on sous-estime un petit peu ce qui a été fait du côté de la Chine, en fait, je trouve. Alors bien sûr, le plus connu, en fait, il y en a quand même un qui truste un peu ce pan-là. Quand on parle d'Indiana Jones un peu à la chinoise, c'est notamment la trilogie des Armor of God de Jackie Chan. Donc avec Mr Dynamite en 86, hein, où Jackie Chan allait récupérer un artefact religieux, donc l'armure de Dieu. Et donc voilà, c'est dans la droite ligne des autres films de Jackie Chan de la même époque, quoi, hein, sauf que voilà, limite c'était un peu plus moderne et ça c'était une rupture avec les films de kung-fu classiques, mais donc c'était tout ce qui est contexte urbain, les sponsors Mitsubishi, enfin ce genre de trucs. Et mais voilà, on a ce petit plaisir des productions kung-fu à la Jackie Chan ou Sammo Hung. Mais je trouve que le meilleur des films, hein, c'est de cette trilogie, c'est quand même le deuxième film qui est beaucoup plus proche d'Indiana Jones et qui est Opération Condor, sorti en 91. Et là, voilà, on retrouve les éléments d'un Indiana Jones, de l'aventure dans un pays ensablé. On va chercher un trésor, il y a des méchants nazis avec des installations de nazis, tout va bien. Puis de l'action, de l'humour aussi à gogo, de l'humour très hongkongais, hein, finalement. C'est zéro la subtilité aussi. Et puis de l'action au top, hein, puisque c'est délivré par Jackie Chan. Voilà, Jackie Chan, il est au top de sa forme, il nous fait des chorégraphies martiales qui sont à couper le souffle, hein, qui sont vifs, nerveux, c'est impactant. Et puis aussi on s'amuse avec genre la base des nazis, où il y a plein d'éléments techniques en fait qui servent à rien, hein, objectivement, hein. C'est juste là pour qu'on puisse se battre dessus et rendre les actions complètement imprévues et plus jouissives. Et donc voilà. Et enfin, par exemple, je sais qu'il y a un contexte d'action qui voit nulle part ailleurs, mais par exemple, il y a une espèce de souffleuse avec des panneaux qui font balancier ou des trucs comme ça. Et tout ça, en fait, ça participe à un côté fun de l'action, quoi. C'est un truc d'arcade, littéralement. Et même si, alors après, bon, moi je dois avouer que Opération Condor, y a pas un des aspects que j'aime bien, moi, dans ce genre de truc, qui est la dimension fantastique, hein. Qui était un des points forts, je trouve, des Aventuriers de l'Arche perdue. Mais voilà, on a un film en fait qui se tient très bien, qui a un très bon montage bien rythmé, chaque scène amène une autre, etc. On voit toute l'action, donc c'est vraiment un bon film, quoi, Opération Condor. Et alors, vu que c'est une trilogie, on a aussi eu le droit à un troisième film, voilà, par une autre décennie encore, après 80-90, là c'était 2010, puisqu'en 2012 on a eu Chinese Zodiac. Voilà, qui est un film où Jackie Chan doit retrouver des statues en bronze. Mais bon, moi je suis un peu moins fan quand même de ce qu'a fait Jackie Chan après post-2010, quoi. Je trouve que ça a plus vraiment la fraîcheur et le charme des décennies précédentes. J'ai pas des masses de souvenirs du film, mais bon, c'est pas non plus... c'est un Jackie Chan qu'on se mate quand on a vu tous ces autres films, quoi. Et sinon, parmi en fait
ces productions chinoises proches d'un Indiana Jones. On a des films en fait comme aussi Magnificent Warriors, donc c'est la légende des héros en français si je dis pas de bêtises, et c'est un film qui est sorti en 87 et qui a été réalisé par David Chung avec Michel Yeoh, et Michel Yeoh, je crois j'en avais parlé dans une précédente vidéo, et donc ça prend place dans les années 30, et donc là aussi les méchants, c'est là aussi c'est encore des fascistes, hein, puisque cette fois c'est les japonais. Et alors j'ai plus la région exacte où ça se passe, mais vu que c'est à moitié désertique et qu'il y a des méchants japonais, bon, une chance sur deux pour que ce soit la Mandchourie. Et l'histoire, bon, elle est assez simple, hein, c'est les Japonais, ils veulent faire d'une ville un lieu de production de gaz de combat. Donc là aussi à mon grand désarroi, il n'y a pas beaucoup d'aspects fantastiques, quoi, c'est un peu très terre à terre. Et donc on a une équipe de résistants chinois menée par la charismatique Michel Yeoh, quoi, qui va tenter d'arrêter les Japonais. Et là, on est surtout, enfin, c'est vraiment un côté pulp, en fait. Un peu comme ce que pouvait avoir Indiana Jones, c'est vraiment un côté pulp. Voilà, Michel Yeoh, par exemple, rien que le fait de lui filer un avion et tout ça, pour qu'elle puisse se balader partout avec son avion, elle se bat avec une mitrailleuse Maxim au calme. Et puis même aussi un côté où t'as tout un escadron de japonais et tout qui se battent au katana, mais ça sort un peu de nulle part. Et donc en fait voilà, on a juste un truc où bah vas-y, on met des trucs juste pour se faire plaisir, juste pour donner un aspect cool au film, quoi, cool à regarder. Et là aussi, bon bah bien sûr, les Hongkongais ils s'en donnent à cœur joie avec l'action et les chorégraphies, hein. Niveau arts martiaux, on profite, surtout que Michel Yeoh, bah, elle est très forte niveau action comme ça, quoi. Puis bien sûr on a le côté cascade avec la joie des impacts, etc. On a qu'à la caméra, elle suit les mecs qui vont se fracasser le dos sur un mur ou la nuque sur le sol après impact, et la caméra elle suit ça avec un petit léger mouvement là avant de se fixer, ce qui fait que voilà, t'as tout le mouvement de la caméra, le mouvement du corps, et lorsqu'elle se fixe, ça arrive au moment de l'impact contre le sol ou un mur et tout, et du coup bah ça rend beaucoup plus impactant comme ça ce bref arrêt de la caméra en même temps que de l'arrêt du corps en fait. Donc c'est assez cool à voir l'adéquation entre la physicalité de la caméra et de l'action. Et bon, c'est très léger hein, comme astuce, hein, on n'y prête pas forcément attention, mais c'est vrai que ça fait son petit effet. Et puis voilà, il y a une générosité folle dans l'action qui est proposée, voilà, qui découle aussi du contexte militaire hein, du film. Parce que voilà, est-ce que Indiana Jones a pu repousser une attaque de l'armée allemande ? Non, alors que Michel Yeoh, si, elle arrête à elle toute seule, enfin un peu avec ses potes et tout, voilà, toute une attaque de l'armée japonaise. Et donc ça donne lieu à des scènes cool, quoi. Ça donne lieu à une scène de bataille en fait, comme ça à la fin du film, qui donne lieu à de l'action sur une plus grande échelle, qui mobilise plus de corps, plus de matos, donc c'est fun à voir. On a des mecs qui se font dézinguer, etc. Ça cherche à être inventif ou à être comique, voilà. Parce qu'en fait, oui, le film a pas mal une dimension comique, hein, notamment avec l'acteur, c'est Richard Ng, enfin je sais pas comment ça se prononce, mais c'est NG en fait son nom de famille. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais à culpa. Et voilà, qui est souvent dans un registre comique, hein. Il joue par exemple dans les films Lucky Star, etc. Et puis on a aussi des scènes de combat en avion, hein, avec un petit duel là en mode biplan et un zéro japonais. Et puis on utilise aussi pas mal le feu en fait, par exemple pour envoyer des mecs se cramer ou faire cramer plusieurs personnes ou alors des véhicules, etc. Et puis on a toute une dynamique de l'action comme ça qui rend ça plus périlleux en fait avec le feu. Et on peut voir Michel Yeoh faire des actions stylées. Donc voilà, Indiana Jones, on sait qu'il a son fouet, etc. Mais bon, il fait pas grand chose de son fouet. Alors que Michel Yeoh, voilà, elle s'en sert pour envoyer des bûches enflammées, là. C'est la cantine, elle envoie. Et même si, voilà, bon, ça n'a pas une aussi belle photo qu'un Indiana Jones, il y a des petits moments de baisse de rythme, etc. Notamment, moi je pense que c'est le moment de l'exécution hein, dans le film qui est un peu chiant. Mais voilà, enfin, ça reste quand même un très bon divertissement. Voilà, on a une bonne action, etc. Et en fait, si je fixe un peu aussi sur l'action, c'est que on a plus d'action que dans un film états-unien, quoi. Là, on a plus de générosité. Et en fait, c'est un peu le côté où il y a un truc qui est très connu dans Indiana Jones. Mais c'est un skip. Harrison Ford, il était fiévreux ou je sais pas quoi, il devait se battre contre un bédouin au sabre, et puis à la place il sort son flingue et il le bute. Bon, en fait c'est symptomatique de la place qu'a donnée à l'action, quoi. L'action, on peut s'en passer du moment que ça fait une petite vanne et puis on passe à autre chose, alors que bah, chez les Chinois il y a plus l'idée que on va quand même miser sur l'action et faire en sorte que ce soit jouissif, quoi, de centrer ça sur l'action pour qu'on ait un plaisir
à voir ça. Donc sinon aussi en fait comme sur une période similaire, voilà, avec des méchants japonais et dans le même genre qu'Indiana Jones, un tout, et dans le même genre qu'Indiana Jones, dans l'âme et tout, avec un pays exotique, des artefacts fantastiques, etc. On a un film qui est un peu sous-estimé, qui est Dr. Y de Shin Soo-tung. Et moi j'aime bien Shin Soo-tung, hein, il a vraiment fait des films cool. Alors avec Choi Ark, il a fait les histoires de fantômes chinois, et puis il a aussi fait Duel to the Death, qui est assez cool. Et donc là il a fait un film avec Jet Li. Donc Jet Li, moi je l'aime bien. C'est sorti en 96, et c'est vrai que c'est un peu sous-estimé. Les gens, il y en a pas mal qui trouvent que c'est même un mauvais film, et que ça aurait très mal vieilli. Mais moi je ne suis pas de cet avis, hein, même si bon, c'est pas un chef-d'œuvre évidemment, mais c'est pas un mauvais film. Hein. Donc oui, le film il est imparfait, il a connu des problèmes. C'est pour ça notamment qu'il y a 2 versions du film qui existent. Mais en fait, malgré ça, on a quand même un très bon divertissement. Hein. Mais donc, en fait, dans ces 2 versions, on a une version cantonaise, donc avec une structure narrative un peu comme celle du Magnifique de Broca, où en fait, Jet Li, il joue un acteur et il joue à la fois l'acteur et le héros de ses histoires, et du coup, sa vie personnelle influence ce qu'il écrit. Et puis il y a la version en mandarin où on suit en fait l'histoire sans autre histoire parallèle. Mais par contre le défaut c'est qu'on a un narrateur qui est censé être le fils du personnage de Jet Li. Et bon là par contre c'est un peu nul. Hein, ça se rajoute en plus à Jet Li en voix off. Enfin la voix off c'est un peu un problème du film quoi. C'est symptomatique je pense du problème de conception de ce film. Donc pour ma part, moi j'ai vu que la version en mandarin, hein, peut-être un jour je m'achèterai l'édition HK vidéo où il y a les 2 versions, mais pour le moment je ne connais que la version en mandarin. Et voilà, et de ce que j'ai entendu sur la comparaison des 2 versions, celle en mandarin c'était pour l'exploitation internationale, et donc apparemment c'est la mieux rythmée et la plus spectaculaire. Donc dans tous les cas, voilà, moi c'est celle que je vous conseillerais, hein, de toute façon j'ai pas vu l'autre. Mais du coup, moi je trouve que le film il reste très sympa à voir. On a une action qui est très bien chorégraphiée. Hein. Shin Soo-tung, c'est pas un manche, hein. Il sait chorégraphier des trucs, en fait, il l'a déjà fait. Et on a comme acteur Jet Li. Et Jet Li, pareil, c'est un bon artiste martial. Il est rodé, le gars. Donc tout va bien, en fait. De ce côté-là, on est content. On a aussi le contexte historique de la Chine et tout, qui est assez chouette, là, qui est occupé par le Japon. Donc ça se passe dans les années 30, etc. Dans les années 30, donc c'est un contexte un peu similaire à Indiana Jones, si ce n'est que ça se passe en Asie du coup. Et on a aussi en fait un côté un peu déjà vu sur certains trucs, hein. Évidemment que les personnages, leurs relations, etc., c'est un peu du vu et du revu. Voilà, on a une histoire un peu d'amourette qu'au début on croit c'est impossible, et puis bon bien sûr ça va avoir lieu. On a aussi voilà le sidekick qui est là pour faire des blagues, etc. Mais mine de rien en fait ça fonctionne quoi. Ça fait pas de tâche, je trouve. Ça arrive à être un peu touchant, ça en fait pas trop des caisses, et puis ça arrive à être marrant. Et là aussi on a une histoire en fait qui mélange donc l'histoire mais aussi un côté fantastique en fait. Et voilà, moi je suis content, hein. Je suis content. Je regrettais dans les autres films que je citais qu'il n'y en ait pas. Mais donc là en fait ça se passe dans un contexte plutôt bouddhiste. Donc il y a une compétition entre les Chinois et les Japonais pour mettre la main, si je dis pas de bêtises, c'est sur un sutra bouddhiste, etc. Et qui du coup bien sûr ça permet l'intrusion du fantastique quoi. Il y a des mecs qui se font désintégrer par la puissance du sutra. Et donc voilà, moi je trouve que c'est très plaisant à voir. Ça réinvente pas la roue, évidemment, comme film, mais ça reste en fait un bon divertissement, et c'est pas du tout un film mauvais, je trouve, comme certains pourraient dire. Mais du coup, voilà, on va passer un peu quand même au sujet principal, qui est le film qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il s'agit de Bury Me High, donc Bury Me High, voilà, peut-être le prononcer sans faire le mariole, avec Moon Lee, voilà, la reine Moon Lee. Moi j'adore Moon Lee, je suis trop content quand elle apparaît dans des films. Et donc voilà, c'est un film de Tsu Siming. Donc Tsu Siming à la base c'est un enfant acteur à Hong Kong, et puis après il va devenir chorégraphe et puis réalisateur, et puis il va notamment travailler pour la Shaw Brothers. Et sauf que en fait dans les années 80, la Chine aussi, elle veut faire des films d'action, et donc en fait ils prennent le téléphone, hein, puis ils font Dring Dring Hong Kong, est-ce que tu peux pas nous envoyer des réalisateurs quoi. Et voilà, du coup dans les années 80 en fait on a Tsu Siming qui va aller travailler en Chine, etc., ou permettre des coproductions Chine-Hong Kong, enfin je sais plus exactement, je connais pas l'histoire par cœur du cinéma chinois, mais c'est quelque chose comme ça. Et ce qui est cool un peu avec la Chine continentale, c'est qu'il y a plus de moyens. On a des décors de zinzin en fait, avec les paysages chinois, etc., qui sont à tomber par terre. Et puis la Chine, voilà, c'est plein de cascadeurs à qui ça ne dérange pas visiblement de crever pour faire les cascades de ton film. Et donc voilà, et de cette collaboration entre Tsu Siming et la Chine continentale, alors moi à ma connaissance il y a 2 films qui vont être faits.
si je dis pas trop de bêtises, donc à savoir le plus connu c'est Mirage, qui je pense est peut-être un des meilleurs films d'aventure qui m'a été donné de voir. Voilà. Et peut-être le meilleur film d'action-aventure tout court. Donc voilà, peut-être un jour je parlerai de Mirage. Mais aujourd'hui en fait on va plutôt jeter un coup d'œil en fait à celui qui est délaissé, qui est moins considéré là, qu'on laisse de côté, à savoir Bury Me High, et qui est un film que moi j'aime vraiment, hein. Je trouve que c'est vraiment un bon film et tout, et ça fait la comparaison avec des films de même genre, d'aventure, un peu fantastique, etc., états-uniens comme Indiana Jones. Moi je trouve que ça fait la comparaison, et même sur certains aspects, c'est même un peu mieux, moi je trouve. Alors l'histoire, classico-hongkongais bien sûr, hein, ça va te rajouter des sous-intrigues, et on s'en fout si t'es confus, hein, on est là pour faire un bon divertissement, quoi. Donc on rajoute plein de trucs au scénario. Mais en gros, ça se base sur la géomancie chinoise. Donc je crois c'est tout ce qui est feng shui, etc., là, tout ce qui en découle, mais je ne suis pas expert. Donc je laisse le soin, voilà, allez voir une vidéo, je suis sûr, G-Milgram, il a dû faire une vidéo pour expliquer en quoi c'est une arnaque le feng shui. Mais toujours est-il que, voilà, donc dans l'histoire, voilà, dans le passé, l'ancêtre des héros, etc., va décider de se faire enterrer dans une montagne, et grâce à la magie du feng shui, ses héritiers, en fait, deviendront chanceux. Et donc on retrouve nos héros, sauf qu'en fait ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a une date limite à la chance. Et donc là en fait voilà, on a un héros qui se retrouve avec une tumeur au cerveau, et Moon Lee qui a son entreprise qui fait faillite. Et donc voilà, ils vont s'associer avec un expert en feng shui joué par le réalisateur lui-même, hein, oui, parce que Tsu Siming, il vient de jouer de la comédie, il fait ses scènes d'action, et puis il est là pour mettre des grosses mandales à ses acteurs. Voilà, c'est pas Spielberg qui ferait ça, hein. Et donc voilà, et donc tous les trois, ils vont retourner en fait dans leur pays où leur ancêtre s'est fait enterrer, et ils vont essayer d'inverser la malédiction. Et donc ça va prendre place dans un pays imaginaire, et où ils vont être opposés, hein. Enfin il me semble, hein, c'est imaginaire, hein. On sait pas vraiment où ça se passe, il me semble, mais on a une ambiance très Asie du Sud-Est qui fait très Vietnam, et surtout en fait l'ennemi auquel ils vont devoir s'opposer, qui est un général, il s'appelle Nguyen, ce qui fait quand même un peu vietnamien aussi. Et du coup voilà, le général Nguyen, lui, il a fait un coup d'état, et il veut utiliser le pouvoir du feng shui là pour faire de son pays une superpuissance. Et alors, même si, avant de parler des qualités du film, moi j'ai relevé 2-3 défauts, hein, mais bien sûr il y a un peu le jeu d'acteur qui peut être un peu problématique, parce qu'ils ont une façon très particulière de jouer, etc. Enfin ça surjoue un peu tout le temps, mais bon, est-ce que les États-Unis aussi ne surjouent pas un peu tout le temps? Et le film aussi, il en fait un peu des caisses parfois, hein. C'est vraiment zéro palme de la subtilité, hein. Le film est un peu bourrin. Et il y a aussi un peu des problèmes de rythme, je trouve, mais qui peuvent se faire ressentir. Mais malgré tout, en fait, le montage reste quand même très fluide, et c'est assez proche en fait d'un gros film ricain, hein, donc on reste quand même dans un confort de visionnage qu'on connaît. Déjà niveau qualité, ce qui est cool, c'est qu'on sent que Tsu Siming en fait, il s'amuse, il cherche à être inventif, à toujours mettre un truc à l'écran, à nous stimuler, et en fait aussi ça se voit, mais il est content d'avoir des moyens, quoi, il est content, et donc voilà, il cherche à créer des ambiances, etc. Et comme le film, il a un côté fantastique, du coup il n'hésite pas à suresthétiser certaines scènes, ou des lieux, etc., à jouer aussi sur un côté très crépusculaire aussi, avec des ambiances rouges, etc., peu lumineuse aussi parfois, ou aussi assez nocturne et très bleutée en fait. Il y a une grande utilisation un peu des lumières bleues, et de donner un peu une ambiance irréelle aux endroits, comme si c'était un peu rêvé, et avec une ambiance bleutée, brumeuse, etc., qui moi me va ravir. Et on a aussi bien sûr le classico du cinéma d'action, qui sont les cascades et les arts martiaux. Et là aussi, c'est bien plus jouissif comme action que n'importe quel autre film états-unien en fait. On a tous les acteurs s'en donnent à cœur joie pour mettre des giga coups de pierre tournés, hein. Ils sont tous doués pour ça. Visiblement, t'as l'impression que tous les Chinois sont méga forts en arts martiaux, parce qu'ils se mettent des grandes mandales. Et puis on a une Moon Lee qui est au top de sa forme, et qui nous fait des cascades aussi qui sont vraiment cool. Et aussi par rapport à cette action, on a aussi tout un pan militaire en fait. Donc déjà on a toute une esthétisation des militaires, des actions violentes aussi, etc. Puisqu'il y a un contexte de guérilla. Et aussi on a énormément de figurants. Les moyens mis dans les effets spéciaux aussi, il y en a pas mal, etc. Et on a plein de véhicules, et ça se voit aussi qu'ils sont très contents d'avoir des hélicoptères, etc. Et tout ça, en fait, ça participe à donner de l'ampleur au film. Par exemple, je sais que y a toute une scène, en fait, de la scène de bataille finale, qui dure pas mal de temps, hein, quand même, hein, où on a plein de chars d'assaut, etc., qui sont utilisés, qui sont mis en scène. Et ça aussi, en fait, mais ça donne lieu à utiliser les décors, les figurants, etc., les explosions et le matériel pour donner énormément d'ampleur au film, en fait.
Et cette ampleur, on voit que Tsushiming, il la recherche, même si on peut avoir, en fait, c'est assez particulier parce que à la fois on a un sentiment d'étroitesse et d'enfermement par sa manière en fait de filmer les décors, où on a l'impression que les personnages sont prisonniers d'une bicronation et que tout se passe en fait à l'ombre des 5 grands pics comme ça montagneux du pays. Mais malgré cela, en fait, on arrive aussi à nous donner une impression mais d'ampleur par la grandeur des décors, etc., par son utilisation des décors. Pour donner l'ampleur aussi, il recourt à des vues comme ça qu'on voit de haut, ou à des mouvements de grue qui montent ou qui descendent, pour donner en fait une spatialisation de l'espace et nous faire ressentir beaucoup de hauteur en fait. Et on a mine de rien en fait, on a une impression que les personnages sont comme bloqués dans une immense cuvette, et donc ça réussit à la fois à montrer beaucoup d'ampleur, tout en montrant que les personnages en fait sont enfermés dans un lieu quand même réduit. Et donc voilà, je trouve aussi c'est un film qui exploite très bien aussi son côté fantastique, etc. Que ce soit par les ambiances, ou même par les effets spéciaux un peu kitsch, etc. Mais moi, les trucs d'éclair en mode 80, j'aime beaucoup. Et puis voilà, l'action, elle est vraiment très bien desservie. En fait, là où ça bat Indiana Jones à plat de couture, c'est évidemment sur l'action et sur l'ampleur aussi. Je trouve le film a plus d'ampleur qu'un Indiana Jones. Et donc voilà, pour finir, on va mentionner un petit film bonus qui n'est, c'est pas d'une qualité folle, mais ça peut valoir le détour en fonction de vos sensibilités et ce qui vous plaît. Donc si vous aimez un peu un film un peu con, vraiment d'exploitation avec de l'érotisme, des nichons, de la brume, des monstres en carton-pâte, etc., vous pouvez regarder La 7ème malédiction de Lam Nae Choi, donc sorti en 86. Alors bien sûr, je vais pas mentir, c'est pas son meilleur, mais peut-être un jour je parlerai du meilleur film de Lam Chai-noi, à savoir l'histoire de Riki-Oh, c'est vraiment trop bien. Mais non, donc voilà, ici en fait c'est autre chose, donc c'est un film d'aventure un peu au rabais, que j'ai vu il y a pas mal de temps, mais qui est quand même assez drôle sur certains points, et notamment ce qui est un peu marrant, c'est qu'ils ont rajouté au forceps Shoyun Fat, qui était devenu un peu bankable grâce au syndicat du crime de John Woo, et donc là, il a été rajouté, mais ça se voit qu'il est là que pour le cacher, il en a rien à foutre, il fait même pas d'effort pour jouer, il sort de nulle part dans le film, et ça se voit un peu trop que ces scènes, elles ont été tournées après les autres. Mais voilà, c'est pas un très grand film, mais il y a quand même moyen de s'amuser en regardant ça. Et donc voilà, c'est le petit film bonus. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un épisode un peu plus court, parce que mon dernier épisode qui frisait les 1 heure, c'était un peu long. Donc là on va essayer de faire plus court, et puis de toute façon là c'est l'épisode fait à l'arrache en fait, Voilà, les partiels sont finis, je vais aller m'offrir un peu de vacances, et puis après il y aura la rentrée, il y aura d'autres trucs, donc bref, donc voilà, là c'est épisode à l'arrache, et puis j'ai déjà d'autres idées de sujets, là j'ai déjà, je pense, prochain épisode, voilà, je parlerai un peu de western, et donc voilà, à bientôt. 闇深く響く地獄の足音模様の下眠る父よ胸に秘めた非情のさ